Ça fait faire du bon B-roll, ça. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue en 2026 dans cette nouvelle saison du Plancher des Vaches. Je suis avec Gabriel Brassard-Lecourt et Isaac Peltz. Salut tout le monde! Salut Gabriel. Allô? Maintenant on nous voit, hein, faut ouais, le dire. C'est ça. Oui, maintenant on a une version filmée que vous pouvez retrouver éventuellement, j'imagine sur YouTube et sur nos plateformes c'est déjà sociales. sorti sur YouTube. C'est déjà sorti. Ouais, sûrement. Alors même qu'on n'a pas encore enregistré. Il y a un an, je ne sais pas si vous vous rappelez, Justin Trudeau démissionnait et ça provoqué toute une série d'événements qui ont mené à l'élection de 2025 qui a marqué la renaissance de ce balado. Et on poursuit sur cette lancée. Franchement, on a apprécié l'expérience et on espère que vous appréciez également. Avant d'aller de l'avant avec les sujets brûlants d'actualité de ce début de 2026 plutôt chaotique, on doit faire amende honorable. Gabriel et moi, on a en quelque sorte, j'insiste, perdu notre pari. À moitié. À moitié avec Isaac. Isaac disait que Legault démissionnerait avant l'élection, mais il disait qu'il démissionnerait avant Noël, alors que nous, on pensait que Legault resterait jusqu'à la fin, ouais. Jusqu'à la fin. Je comprends pas comment vous avez vraiment pensé ça, mais écoute... Même la dernière journée avant les fêtes, il a quand même dit qu'il reste en poste. Là. Ouais. Il a dit littéralement, je pense, j'ai déjà fait ma marche dans la neige. Puis j'y ai pensé. Bon. Donc, on est en train de décider, là, est-ce qu'on va devoir chacun une demi-bière à Isaac? Gagnant. Mais donc, on a aussi un autre pari. Celui-là, on a encore 12 mois là, pour le vérifier. Ouais. Est-ce qu'il y aura des élections fédérales en 2026? Moi, je dis oui. Absolument. C'est juste ça pour nous contredire. Mais... Non, je pense ça. Sauf que s'il y a quelqu'un qui croise le plancher, si ce n'est pas quelque chose en français, s'il y a quelqu'un qui cross the floor, qui change place, qui change à l'équipe libérale, moi, je dis non, c'est fini pour moi. Il t'en reste, t'as de la marge de manœuvre pour un député conservateur. Non, mais en tout cas, on va en parler, mais genre, avec l'état du monde en ce moment, ça va pas se passer. Mais je pense que les libéraux veulent quelque chose de plus stable. Et ça, c'est la raison que vraiment je pense ça. Donc, on verra. Ouais. D'ailleurs, Isaac aura d'autres prédictions pour 2026 pour nous un peu plus tard. Mais avant, on va commencer par faire un petit tour rapide là, des grands titres des dernières semaines parce que franchement, ça a déboulé. Isaac, si tu veux commencer. François Legault démissionne de son poste de premier ministre. La CAQ entame le processus d'élection d'un nouveau chef, une première dans l'histoire du parti. Également, Geneviève Guilbeault qui a annoncé le 18 janvier qu'elle ne se représentera pas à la prochaine élection. Le Canada conclut un accord historique avec la Chine mettant un terme aux tensions en révisant les structures tarifaires pour établir des droits de douane de 6,1 % sur un maximum de 49 000 véhicules électriques. En réponse, la Chine a supprimé la plupart des tarifs sur les produits de la mer et l'huile de canola. Le gouvernement fédéral perd son appel concernant la loi sur les mesures d'urgence invoquée lors des manifestations du convoi à Ottawa. Les Autochtones sont 10 fois plus susceptibles d'être incarcérés que le reste de la population canadienne. Les manifestations en Iran se poursuivent, faisant des milliers de morts. Ford se réjouit de l'initiative de ICE, Immigration and Customs Enforcement aux États-Unis, de s'approvisionner en véhicules blindés en Ontario. Les États-Unis, toujours, retirent plusieurs vaccins de leur liste obligatoire, ce qui menace le Canada à long terme. Grok, l'IA de X, crée constamment des deepfakes pornographiques de femmes. Le Canada n'envisage pas d'interdiction malgré les conseils des experts en ce sens. Et je dois ajouter qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà interdit cette semaine. Tout à fait, ouais. Isaac. Un agent de ICE a tué Keith Porter Jr., un homme noir de Los Angeles. Un membre du caucus du Parti conservateur du Manitoba a approuvé les meurtres perpétrés par ICE, ce qui lui a valu d'être suspendu du caucus. Selon un sondage, 67 % des Québécois et Québécoises s'inquiètent de l'augmentation des prix en 2026. Trump conteste l'utilité de l'ACEUM, le qualifiant de non pertinent. Et les États-Unis appliquent des droits de douane à 8 nations européennes qui refusent de céder le Groenland que les États-Unis veulent acheter.
Mais on va revenir d'ailleurs sur le premier titre dont parlait Isaac, la démission de François Legault, qui est peut-être, du point de vue québécois, le plus gros événement politique, tout le moins en ce début d'année. Donc, Gabrielle, oui, je voulais revenir là-dessus parce que moi, sincèrement, je m'y attendais pas nécessairement que on avait parié. C'est ça, on avait parié là-dessus. C'est sûr que je pense que ce qui a un peu mis parce que Isaac a raison que sûrement qu'il a fait sa réflexion un peu pendant les fêtes quand même. Moi, je pense que les deux événements là, qui l'ont vraiment poussé vers démissionner, c'est le départ de Christian Dubé. Oui. Ben, puis il y en avait d'autres, là, même Carman avant ça. C'était les deux, un à suivre. Oui, c'est ça. Puis évidemment, 11% dans les sondages, 75% d'insatisfaction pour Legault. J'ai parlé avec M. Fournier, Philippe Fournier, et il m'a dit son sondage qui est sorti mardi, ce n'était pas la raison que M. Legault a démissionné. Non, j'imagine pas. Il a décidé de faire ça avant. Oui, sauf qu'il a quand même annoncé sa conférence de presse. Le jour. Quelques heures après la sortie du son. Tu sais, dans le sens que je pense que. Ça avancé peut-être. Oui, c'est ça. C'est quand même. Puis, moi, j'ai regardé son point de presse, là, parce qu'évidemment, on était tous. Tu sais, on se demandait ce qu'elle allait dire. Moi, j'aurais pensé. Parce qu'il y avait beaucoup d'analystes qui disaient ça, même Chantal Hébert, qui disait, peut-être qu'il attend de partir pour il attend d'avoir quelqu'un en place en qui il a confiance, qui va nommer lui-même, parce que la CAQ, c'est lui, là, c'est pour ça que je pense, on se disait, ce parti-là, sans Legault, est-ce que vraiment il peut continuer tout ça? Finalement, il a vraiment opté pour dire, je m'en mêlerai pas, quoique, tu sais, est-ce qu'il va... Parce que moi, ce que j'ai trouvé drôle de son point de presse, évidemment, là, il a fait tout son bilan pour dire que, il avait fait des choses extraordinaires et tout. C'est vrai que c'était un peu plate, son bilan. Mais j'aurais pensé qu'il aurait annoncé un peu la suite, tu sais. Ouais. De comment ça allait se passer. Parce que s'il y a une course à la chefferie, ils peuvent pas faire ça sur 6 mois, là, sachant qu'il y a une élection bientôt. Puis là, dans les jours d'après, il y a des noms qui sont sortis. Notre Carole Fréchette qui a annoncé je viens de chercher d'ailleurs. Qui a annoncé son intention. Apparemment, Simon Barrette. Là, Simon, Jolin Barrette, il est pas lui. Il n'a pas dit clairement qu'il est intéressé, mais apparemment, il y a beaucoup de gens à l'interne qui poussent sa candidature. Là, il y a Yann Lafrenière aussi qui semble intéressé. Puis peut-être qu'il va y avoir d'autres noms. Il y a eu l'étoile filante Olivier Primo aussi. J'ai une question pour vous. Mais Olivier Primo, en tout cas, j'ai une question pour vous. Si la personne qui gagne, est-ce qu'ils vont rester après l'élection quand ils perdent? Parce qu'ils ne vont pas gagner l'élection. Ça serait dur. Ils ne vont pas gagner, mais peut-être que la personne qui se présente, elle va gagner dans son comté, mettons. Ouais, ils vont rester pour la prochaine élection, tu penses? Si c'est un gouvernement minoritaire, ce qui est une possibilité importante, ce serait étrange de s'en aller si rapidement, surtout si ils sortent le parti finalement d'un désastre annoncé. C'est ça. Personnellement, moi, je ne fais aucune prédiction sur qui va gagner. On pourra peut-être en reparler plus tard. Là, mais aussi, c'est que comment ça va se passer parce qu'ils n'ont pas annoncé un timeline ou un... Ah non, mais moi, je parlais de qui va gagner l'élection de 2026 pour la course à la chefferie. Mais moi et Gab, on a des opinions, sûrement. Sûrement, on va en reparler, j'imagine. J'ai dit dans ma chronique, je ne parle pas trop de l'élection québécoise. Okay. Je mentionne l'élection, mais je n'ai pas des prédictions qui va gagner, en vrai. Moi, malgré le départ de Pablo puis tout ça, je pense quand même que les libéraux ont des chances. Je suis d'accord. Ça va dépendre qui gagne à la CAQ. C'est ça, parce que, je veux dire, une Christine Fréchette... c'est vraiment une proposition différente d'un Simon-Jolin Barrette. Là, Moi, si j'étais la CAQ, je voudrais vraiment plus que ce soit Jean-Sonia Lebel. Mais son nom circule aussi, quoique elle-même aurait soufflé le chaud et le froid sur la suite là, parce que de moi, sa carrière politique. J'avais l'impression qu'elle avait déjà annoncé qu'elle n'était pas vraiment intéressée à se représenter. Elle l'avait pas annoncé. Elle n'a pas annoncé officiellement, mais il paraît que certaines personnes... C'est ça, il y a des avis contradictoires sur ce sujet-là. Mais elle serait bonne, je pense, parce que pour l'instant, elle est assez sans faute. Les médias l'aiment, elle est assez charismatique. C'est ça. Et puis elle a, c'est ça, elle a un charisme très proche des gens. Elle est aimée, plus que Jolin Barrette, en tout cas. Mais Jolin Barrette, il est un peu froid. Hein? Un peu? Ouais. Non, mais c'est ça. Puis les autres... Et aussi,
on dirait, après la débâcle de la Constitution québécoise, Jolin Barrette, c'est peut-être dur. Ben ouais, c'est ça, parce que moi, avant ça clique, j'aurais pensé que Guilbeault aussi était dans la mire un peu. Comme, mais là, ça clique, ça l'a brûlé. Puis bon, ben c'est ça, elle a annoncé hier. Quand elle évoque des raisons familiales, c'est... Puis là, c'est avec tout ça, on pense au départ des ministres cet automne, Dubé, Carman dont tu parlais, Legault, Guilbeault, mais on regarde aussi dans les autres partis, Marois Risky, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, il y en a plusieurs là, qui ne se représentent pas. Ben, Vincent Marchand, c'est pas clair encore, on verra. Mais, mais j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de politiques québécoises qui s'en va. Manon Massé, c'était 2014, mais pour beaucoup, c'était l'élection de 2018 ou un petit peu avant. Guilbeault, c'était une partielle en 2017. Carman, c'était 2018. Gabriel Nadeau-Dubois, 2017 aussi. C'est comme tout ça. C'est un peu comme ça au fédéral aussi. C'est un peu comme ça partout au Canada, je dis. Je pense. Il y a un renouvellement mais en tout cas, pour revenir à Legault, je lisais des analyses en fin de semaine. Puis la plupart des analystes considèrent qu'il a vraiment comme réussi sa sortie, entre guillemets, dans le sens que... Non, mais tu sais, contrairement, mettons, à un Trudeau qui a démissionné en pleine crise, puis que genre tout le monde demandait sa démission à l'interne du parti depuis des semaines et des semaines. Legault, il a quand même... à l'interne du parti, mais la CAQ était en pleine crise. Mais pas à l'interne. Ou en tout cas, dans le sens que publiquement, les députés n'étaient pas en train de dire il faut que Legault... Puis au contraire, jusqu'à la fin, le même Fitzgibbon qui était parti une couple de mois, c'est le premier à avoir été appelé puis à dire, que c'était correct, qu'il s'en aille, mais qu'il y avait un bon bilan et tout. Donc, je pense que c'est vrai qu'il a choisi... Il aurait pas fallu qu'il attende un petit peu plus longtemps, je pense, parce que là, il aurait commencé à sentir plus la pression. Mais est-ce qu'il aurait dû le faire avant? Ouais, je sais pas. Parce que là, ça laisse pas de temps ça laisse pas beaucoup de temps pour nommer quelqu'un puis remonter dans les sondages. La question du timing, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on dit un peu la même chose pour Charles Milliard au Parti libéral du Québec. Effectivement. Mais, tu sais, regardons l'exemple Mark Carney qui est peut-être le plus récent. Bon, Carney, ça faisait plusieurs années que son nom circulait, certes. Mais je vais te donner un autre exemple, un peu plus ancien, mais en politique québécoise. Robert Bourassa. Robert Bourassa est arrivé à la tête du Parti libéral du Québec en janvier 1970. Et là, il faudrait que je retrouve la date de l'élection. Je pense que c'était en avril ou mai 1970, l'élection où il est devenu premier ministre. Donc, tu sais, l'idée de ça prend du temps pour se faire connaître puis s'installer, puis que ce serait un désavantage pour les chefs élus récemment, ben honnêtement, j'y crois pas. Je suis d'accord avec toi là. Non, mais moi c'est plus l'aspect logistique de, tu sais, s'ils font une course, tu sais, il va falloir que ça se passe rapidement quand même, tu sais. Ils peuvent pas décider d'un chef à un mois des élections quand même. Là, même encore si on regarde au fédéral, avec le Parti conservateur de 1993, quand la madame Campbell Kim Campbell est devenue chef du Parti conservateur, elle était populaire pendant un instant. Mais elle a resté pendant 8 mois ou quelque chose comme ça avant l'élection et elle est devenue de moins en moins populaire. Et donc, surtout qu'ils ont fait une mauvaise campagne en 93. Oui, tout à fait, c'était terrible. Mais en même temps, je dis, peut-être s'il y avait vraiment comme une rapidité avec l'élection, peut-être ça serait mieux que comme être chef pendant quelques mois avant que tu commences l'élection. Donc, je suis juste complètement d'accord avec toi. Là, ils ont le contrôle du calendrier électoral de toute façon. Donc, ils peuvent attendre la date des élections à date fixe. Ils peuvent déclencher avant. Ils pourraient même décider de déclencher après s'ils voulaient. Ce serait pas moi, je pense pas qu'ils vont déclencher avant. Non, moi non plus. As-tu vu PSPP? PSPP, c'est sûr qu'il va dire ça. Il est désespéré. Ben oui, mais c'est sûr, parce qu'il veut rester... Puis il sait que c'est menaçant, là. Ben oui. Surtout, nouveau au Parti libéral, nouveau à la CAQ. Ben oui, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que... Il voit le writing on the wall. Moi, c'est pour ça que je pense... Ça se peut que... Moi, je peux juste faire des anti-prédictions. Juste dire, vos prédictions ne servent pas à grand-chose. En ce moment, c'est vraiment dur. Ça pourrait rien. Ça pourrait aller mieux pour certains, moins bien pour d'autres. Puis ça dépend si PSPP fait d'autres sorties. Et ça dépend sur la campagne aussi. Je dis, la campagne pourra changer. C'est ça que j'allais dire. Puis si PSPP fait d'autres sorties, tu sais, sur les artistes. Moi, si j'étais son équipe, je dirais
de se fermer la bouche pour être poli. Il a beaucoup de talent à se tirer dans son pied. Ouais. Mais ça fonctionne tant qu'il y a un premier ministre impopulaire en face puis un parti d'opposition qui n'a pas de chef permanent. Tu sais. On le vu avec Poilievre, hein, quand Justin est parti, là, il y avait pas mal moins de choses à dire puis de gens sur qui taper. Là, c'est encore le problème avec M. Poilievre. Ouais. Il est encore en train de faire campagne contre Justin Trudeau. Fait que, en tout cas, ça va être intéressant. Surveiller le renouvellement de la classe politique. Puis je pense qu'il va y avoir d'autres surprises cette année. Moi, c'est l'impression. Je suis convaincue aussi. De mon côté, je vais déplacer notre lentille vers une autre région du monde qui a connu beaucoup de rebondissements ces derniers mois, mais qui en connaît presque tout le temps. Le Moyen-Orient. Je pourrais en parler pendant 2 heures, c'est pas mon objectif. Je vais focaliser sur un élément en particulier. J'y reviens dans un instant. Mais on a parlé de l'Iran il y a quelques instants, des manifestations monstres. On pourrait dire que tout ça s'inscrit dans une dynamique générale de perte d'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Le Hamas a été presque complètement exterminé par Israël. Le Hezbollah a perdu à peu près tous ses chefs puis une grande partie de ses capacités militaires. Bachar el-Assad en Syrie a été renversé l'an dernier. Les principaux piliers de l'influence iranienne au Moyen-Orient se sont effondrés. Il en reste un, j'y reviendrai, les Houthis au Yémen. Et là, le pays qui connaît des tumultes internes très importants. De l'autre côté, il y a le gouvernement israélien qui est dans une politique expansionniste, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, mais puis même vers le Liban et la Syrie. Puis rien dit qu'ils ne toucheront pas au Sinaï éventuellement s'ils sentent qu'ils ont une opportunité. Mais ce qu'on voit, c'est aussi une nouvelle rivalité régionale émerger. Puis elle se manifeste dans au moins 3 théâtres d'activité. Cette rivalité-là, c'est celle entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et les théâtres d'activité, c'est le Yémen, le Soudan et la Somalie. Commençons par le Yémen. Le Yémen est en guerre civile depuis 2014. Techniquement, il y a un cessez-le-feu depuis 2022 entre les Houthis et les forces gouvernementales. Houthis qui sont donc soutenus par l'Iran. Mais au sein des forces gouvernementales, il y a un joueur important qui était le Conseil de transition du Sud, le CTS, je vais l'appeler comme ça, qui est allié avec le gouvernement, mais qui est un regroupement sécessionniste qui veut recréer le Yémen du Sud, qui avait refusionné avec le Yémen du Nord en 90. Et le CTS est soutenu par les Émirats Arabes Unis et les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre? Le CTS a rompu son alliance avec les forces gouvernementales et a pris le contrôle de presque la totalité du reste du pays qui n'est pas contrôlé par les Houthis, notamment la province de Hadromat qui est riche en pétrole, presque sans combat d'ailleurs cette offensive-là, presque pas beaucoup de morts, là, quelques dizaines, mais l'Arabie Saoudite voyait ça d'un mauvais œil, ils veulent pas l'indépendance du Yémen du Sud et ils ont fait des frappes aériennes importantes contre le CTS et ils ont fait pression sur les Émirats Arabes Unis pour qu'ils retirent leurs quelques troupes là, qui étaient positionnées dans le sud du pays. Et rapidement, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de tout le territoire du CTS et le CTS s'est dissous. Donc, en 3 semaines, le CTS a pris plus de la moitié du pays et 3 semaines plus tard, a disparu. Pendant ce temps-là, les Houthis, ils ont été laissés tranquilles. Ils n'ont pas participé à ça du tout. Et ils sont relativement tranquilles depuis la trêve signée avec Israël. Ça leur a permis de consolider leurs forces, d'accroître leurs capacités logistiques et militaires. Et il ne faut pas oublier que leur soutien à la Palestine, tous les bombardements qu'ils ont fait contre Israël, ça leur a apporté énormément de popularité au Yémen, un peu aussi dans le reste du monde arabe. Et donc, les Houthis ont aussi pu s'approvisionner en équipement russe et nord-coréen, ce qui laisse voir le portrait géopolitique. Donc, le Yémen va être à surveiller. Tension entre donc l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais comme je vous dis, c'est un de 3 théâtres, puis il y en a probablement d'autres. L'autre théâtre, le Soudan, un Soudan qui est en guerre civile, et les forces gouvernementales sont soutenues par l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc. De l'autre côté, il y a les forces de soutien rapide dans l'ouest du pays, qui sont soutenues par les Émirats Arabes Unis. Et ces forces-là sont soupçonnées de commettre un génocide au Darfour. Donc, tension Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis dans leur soutien dans cette guerre civile au Soudan.
et finalement la Somalie. Donc, la région du Somaliland a déclaré son indépendance au début des années 90, n'a jamais été reconnue par aucun autre pays. Mais cet automne, Israël a reconnu l'indépendance du Somaliland et les Émirats arabes unis l'ont fait presque sans le dire. Là. C'est tout, tout dans ce qu'ils ont fait est une reconnaissance de l'indépendance du Somaliland, sauf dire on reconnaît l'indépendance du Somaliland. Par exemple, ils acceptent les passeports du Somaliland, etc. Donc, et les Émirats arabes unis ont des intérêts au Somaliland, dans le port de Berbera. Puis Israël, c'est politique leur appui? Oui, c'est ça. C'est politique parce que, bon, c'est dans le but de se positionner. Puis regardez, là, je décris le Soudan, je décris le Yémen, je décris la Somalie. Si vous regardez, tout ça est autour de la mer Rouge. Et bon, Israël, il y a des enjeux de défense nationale. Pour les Émirats arabes unis, c'est de développer une sphère d'influence autour de la mer Rouge et du golfe d'Aden pour le passage des navires commerciaux. Donc, il y a vraiment un enjeu ici parce que cette rivalité-là entre l'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salman et les Émirats arabes unis de Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, deux MBS et MBZ, donc, c'est une rivalité qui s'est développée parce qu'ils ont été longtemps alliés, assez proches. Il y a 10 ans, ils étaient assez proches, notamment dans leur opposition à l'Iran, l'opposition aux mouvements islamistes radicaux, ce genre de choses-là. Mais bon, ils ont commencé à avoir des divergences d'intérêts sur la question du pétrole au sein de l'OPEC. Ce sont deux pays qui veulent s'affranchir de leur dépendance économique au pétrole. Bon, l'Arabie saoudite sont déjà très bien positionnés régionalement, mais les Émirats arabes unis, justement, veulent développer leur propre sphère d'influence, ce qui entend contradiction avec les intérêts saoudiens. Donc, ils veulent, l'un et l'autre veulent devenir des pôles de commerce et de développement technologique, notamment l'intelligence artificielle dans la région. Mais l'Arabie saoudite a une approche plus classique. On développe des alliances avec des États. Les Émirats arabes unis, ben, vous venez de le voir, soutiennent le CTS au Yémen, bon, qui n'existe plus, les forces d'intervention rapide au Soudan, le Somaliland, donc des acteurs non étatiques. Ils ont aussi des liens avec l'Égypte, là, de Al-Sisi et l'Érythrée, mais c'est une approche plus hybride. Donc, ils veulent s'affirmer comme une puissance régionale. Comme je le disais, ça entre en contradiction avec l'Arabie saoudite. Puis certains analystes croient même que l'assaut du CTS au Yémen, quand ils ont repris la moitié du pays, ça a été encouragé par les Émirats arabes unis. C'est eux qui ont dit « faites-le » pour détourner l'attention de ce qui se passait au Soudan, parce que les États-Unis, selon ce qu'on croit, étaient sur le point d'intervenir au Soudan contre les forces d'intervention rapide alliées des Émirats arabes unis. Donc, en créant une situation au Yémen, ils détournaient l'attention de ce côté-là. Donc, vous voyez, un échiquier géopolitique extrêmement complexe au Moyen-Orient, puis même qui déborde sur l'Afrique de l'Est. Puis, il va falloir surveiller ça cette année parce que je pense pas que c'est fini. Non, c'est sûr. Là. Je pense que, comme tu dis, ça va s'étendre, puis ça va se... Oui, c'est ça. Cette rivalité-là, je pense qu'elle est là pour rester. Puis là, je vais juste vous nommer 2-3 autres éléments à surveiller cette année. Israël, bien sûr, est-ce qu'ils vont continuer dans leur politique d'annexion ou d'expansion territoriale? La Syrie, le long de la frontière israélienne, certes, mais aussi la dynamique avec les Kurdes dans le nord-est. L'Irak, parce que l'Irak est pris en tout ça, entre la déstabilisation de l'Iran d'un côté, puis la situation en Syrie. L'Irak, c'est un pays où la politique est extrêmement influencée par l'Iran. Si l'Iran perd de l'influence, qu'est-ce qui va se passer en Irak? Il faut voir aussi. Finalement, ben, il y a un vide. C'est ça. Avec l'affaiblissement de l'Iran, il y a un vide et toutes sortes d'acteurs veulent se positionner. Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Israël, mais la Turquie aussi. Puis là, la Turquie, va falloir voir, est-ce qu'ils vont tenter d'occuper un peu plus d'espace compte tenu de cette dynamique-là. Donc, chose qui se passe. Moi, je vais garder un œil sur la région. Bon, d'habitude, il y a beaucoup d'actualités qui viennent de là, mais je pense que 2026 va être particulièrement mouvementé. Donc, Isaac, toi, tu veux nous faire regarder également vers le futur? Ouais, il y a beaucoup à parler cette année. Ben, on est tout au début et il y a quand même beaucoup des choses qui sont passées déjà. Mon Dieu, mais spécifiquement, je veux parler de le reportage de groupe Eurasia. C'est un groupe spécialisé pour les conseils financiers, mais spécifiquement avec les géopolitiques. Donc,
laisse-moi commencer. Cette semaine, le groupe Eurasia a publié son évaluation annuelle des risques pour l'année 2026. Ce rapport de 50 pages est une pièce d'écriture absolument fascinante. Souvent prophétique, qui paraît chaque année, et cette année, il s'est déjà avéré exact sur plusieurs points. L'année est jeune et ils ont déjà raison. Ouais. Okay. Mais eux, ils font des prédictions au niveau politique, économique. C'est des risques qui peuvent se passer. C'est un risque, ce n'est pas une prédiction, c'est si les choses se déroulent comme ça peut-être peut passer comme ça. OK. Des risques politiques. Politiques. Okay. Partout au monde. OK. OK? Donc, c'est pas juste les États-Unis, pas juste l'Asie. Des tendances globales. Oui, tout à fait. Ils ont parlé exactement de ce que tu as parlé. Okay. Ils ont parlé de l'Afrique, du Moyen-Orient. Okay. Les principaux risques sont intéressants, mais certains m'ont particulièrement interpellé. Tout d'abord, ils mettent en évidence le bouleversement politique actuellement en cours aux États-Unis. Quote, citation, les États-Unis connaissent une révolution politique. Fin de citation. Selon le rapport, mais ce n'est pas une révolution populaire ascendante, c'est une révolution élitiste descendante. Le texte poursuit. La tentative du président Donald Trump de démanteler systématiquement les freins à son pouvoir, de s'emparer de l'appareil gouvernemental et de l'armer contre ses ennemis. Fin de citation. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. La population mondiale a bien compris cela déjà. Mais le rapport décrit chaque action entreprise pour démanteler et centraliser le pouvoir et il montre aussi comment les contre-pouvoirs ont entravé plusieurs de ces actions. Ça ne va pas bien. Ouais, clair. Ça ne va pas bien. Il y a plusieurs citations qui méritent d'être mises en évidence. Il souligne que, citation, les médias corporatifs craignent des représailles, se sont autocensurés et ont adouci leur couverture, normalisant des comportements qui auraient semblé outrageants en 2017. Fin de citation. Le rapport attribue en partie la responsabilité aux médias d'entreprise ou traditionnels. De plus, il affirme qu'étant dos au mur, Trump prendra des risques plus importants. Il tentera davantage d'aggraver la situation et de renforcer sa mainmise sur le pouvoir. Ouais. En conclusion, le texte énonce, citation, « Il n'y aura pas de retour au statu quo. Le prochain président héritera des pouvoirs élargis et des constraints affaiblis, que Trump parviendra à s'instaurer d'ici 2029 et les greffes qui ont alimenté le Trumpisme resteront non résolus. Les États-Unis ne peuvent plus être classés comme une démocratie représentative en 2026. La consolidation des médias dégradera l'environnement informationnel et la réalité partagée nécessaire à la délibération démocratique s'effilochera davantage les menaces contre les responsables électoraux, les juges et les politiciens ont fortement augmenté et continueront de grimper. Les transgresseurs alignés sur Trump bénéficieront de la protection de l'exécutif. Ouais. C'est comme, oui, on voit tout ça déjà, mais j'ai vraiment aimé qu'ils ont mis le doigt sur les médias corporatifs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et très important. Moi, j'ai toujours dit que les médias avaient largement contribué à la première élection de Trump et à la deuxième. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Ben, il tombe dans ses pièges. Exactement, constamment. C'est fascinant. Les dernières notes du rapport sur le risque ici résonnent avec ce que nous, au Canada et au Québec, avons ressenti de manière aiguë cette année avec Legault et la candidature d'hommes comme Poilievre. Citation, « Ce qui se passe en Amérique ne restera pas en Amérique. Le recul démocratique aux États-Unis encouragera les autocrates ailleurs. » Fin de citation. Nous voyons et vivons cela ici même et cela risque de continuer. Ouais.
Ouais. Nous allons avoir besoin de répondre à beaucoup de questions au Québec cette année, mais les options proposées ne sont pas très enthousiasmantes. Allons-nous opter pour une solution populiste qui rejette les immigrants et les personnes de races différentes? Legault nous a démontré l'urgence de la situation, mais elle pourra s'aggraver. Le Rover a écrit sur la façon dont le Parti québécois utilise l'Internet pour intimider ses adversaires. Cela pourrait être encore pire que ce que nous avons vu avec Legault. Ouais. Legault et Simon-Jolin Barrette ont présenté une fausse constitution québécoise interdisant aux citoyens de contester des lois devant les tribunaux si celles-ci étaient déclarées d'intérêt national. Ouais. L'année dernière, le pays a choisi les libéraux pour un 4e mandat consécutif, mais même le leadership de Mark Carney est en recul sur le plan démocratique. Déjà, le parti a déposé des projets de loi lui permettant de fouiller notre courrier sans autorisation, d'obtenir nos dossiers Internet sans mandat, de refuser l'asile à certaines personnes et de donner au ministre le pouvoir d'exempter des entreprises des lois canadiennes pour une période de 6 ans, sauf pour le code criminel. Le monde est donc confronté à une grave menace pour la démocratie et même les options les moins dangereuses comme Mark Carney et le Parti libéral, ou peut-être les libéraux du Québec pour notre province cette année, n'ont pas assez de respect pour l'État de droit et la démocratie. Dans les 3 démocraties les plus semblables à la nôtre, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, la polarisation est devenue plus prononcée. L'Assemblée nationale française est actuellement paralysée, ce qui pourrait permettre à Jordan Bardella et au Rassemblement national de remporter une majorité de son côté. De son côté, Nigel Farage et son parti Reform semblent être en bonne position pour remporter les prochaines élections au Royaume-Uni et en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, AfD, un parti d'extrême droite gagne en influence, ce qui pourrait plonger le pays dans le chaos total dans les années à venir. Au Canada, la situation est légèrement plus modérée, mais la polarisation pourrait également s'y accentuer. Je vais sauter un peu ici, parce que je veux finir avec ça. J'ai un point ici à la fin. En conclusion, je trouve la déclaration de Carney cette semaine remarquable et juste. Si vous avez vu ça. Laquelle? Nous prenons le monde tel qu'il est, pas comme nous souhaiterons qu'il soit. Ouais. Et j'ai trouvé ça remarquable. C'était une bonne citation. Ouais. Très bonne. Mais je trouve que c'est vraiment une citation de notre époque. Cette approche inverse de celle de notre précédent premier ministre Trudeau essayait de bâtir le monde selon les rêves. Carney, lui, s'adapte à la réalité. Cette manière de faire correspond aux sentiments des Canadiens, ce qui explique sa popularité. Poilievre et Trudeau sont des idéalistes qui s'opposent l'un l'autre et qui sont devenus des épouvantails l'un pour l'autre. C'est ça, ils ont besoin l'un de l'autre. Exact. Sans Trudeau, Poilievre n'a pas grand chose à dire. C'est ça. Comme on disait tantôt. L'inverse, je pense, était vrai aussi. Il représente les ailes libérales et conservatrices du spectre politique, ce qui explique pourquoi ils ont suscité tant d'animosité et pourquoi beaucoup de gens ont apprécié Carney. Il était pragmatique. Les nouveaux candidats à la direction du NPD adoptent une approche plus mesurée. On pourra aussi parler de Zoran Mamdani qui fait le même. Il traite le monde tel qu'il est. Mais avec un programme politique différent. Exact. Mais c'est pratique. C'est vraiment... Et on va parler de la coût de la vie. Ouais. Voilà, c'est pratique. Ce n'est pas idéaliste. Il est comme... Le monde est comme ça. Il faut réagir comme ça. Voilà, c'est la fin. Et je trouve que les chiffres potentiels du NPD sont un peu comme ça aussi. Carney, il est comme ça. Ma dernière paragraphe, et après ça, je te jure. Excusez. Je sais que Gab est comme « Isaac, ça prend du temps, hein? » Correct. Cette approche arrive au moment exact. Les années 2010 étaient empreintes d'un optimisme indéniable. Cependant, l'élection de Trump,
La pandémie de COVID-19 et sa réélection ont plongé le monde dans une ère de machiavélisme. Les politiciens qui réussiront au Canada devront peut-être changer l'approche. La politique québécoise est actuellement entourée d'un certain degré d'incertitude pour l'automne à venir. Quelqu'un comme Charles Milliard, qui ne s'intéresse pas à la guerre culturelle et semble être un pragmatique, moi ça c'est mon impression, est probablement ce que les gens vont apprécier, selon moi. L'approche de PSPP, axée sur un nationalisme idéaliste et une guerre culturelle incessante, pourrait finir par lasser. Je crois que Ruba Gazal aussi aura du mal à s'adapter dans ce contexte, étant donné son idéalisme plutôt que sa ruse machiavélique. Je ne sais pas que l'année réserve, mais des bouleversements majeurs sont attendus. L'année sera marquée par des transformations profondes, non seulement sur la scène politique mondiale, mais aussi parmi les personnalités qui émergeront. Ouais. Voilà! Et j'ai coupé comme un moitié de ma chronique. Ben oui, tout à fait. Moi, en tout cas, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand un rapport d'un... Parce que quand tu parles du groupe Eurasia, c'est un groupe qui fait qui soulève des risques, mais du point de vue de l'investissement. Tout à fait. C'est ça. Ben donc on s'entend, ce sont des capitalistes plutôt convaincus. On s'attend pas d'eux qui fassent des professions de foi socialistes, mais quand eux-mêmes disent que les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme une démocratie représentative. Ça, c'est vraiment... C'est le... Ouais. C'était fort. Ouais, et il était invité sur CBC aussi. Tu vois, il était invité sur CTV, CBC, c'est comme yo. Il est sur les médias mainstream et il parle de ça. Ben oui, c'est ça. Ça l'impacte. Ouais. Et moi, je dis aussi, c'est important d'écouter les gens comme ça parce que quelqu'un qui les finance, c'est en contrôle de tout. Hein. Ouais. Donc, si on n'écoute pas ce que les financières disent, on est peut-être un peu détaché de la réalité. Ben oui, mais ce qui me fait penser, c'est un sujet un petit peu différent, mais ça vient avec cela. C'est quand on voit que du point de vue des compagnies d'assurance, puis du monde de la finance, on commence de plus en plus à s'inquiéter des impacts des changements climatiques sur les perspectives de développement économique et sur l'assurabilité que ce soit des biens. On se rend compte que eux autres, on s'attend pas des capitalistes de ce genre-là, que ce soit des éco-socialistes qui vont prôner une révolution verte. Mais quand ces mêmes gens-là nous disent « Ouais, les changements climatiques, c'est un perturbateur important, puis on est en train de rien faire », il y a quelque chose à noter ici. Tout à fait. Hein. Absolument. Puis, tu sais, les changements climatiques sont moins à la mode comme sujet de discussion ces temps-ci. Pourtant, les indicateurs sont toujours aussi inquiétants si c'est pas plus. En tout cas, ça me fait penser que c'est intéressant de lire ces gens-là, qu'on soit d'accord ou pas politiquement avec eux, parce que ça nous donne une fenêtre sur le monde, disons. Oui, absolument. Oui, je suis désolé que c'était tellement long. Mais non, c'est correct. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Ça nous donne beaucoup de choses à penser pour les prochaines semaines. Beaucoup de choses à surveiller surtout, là, parce que ça bouge tellement vite. Puis juste pendant les fêtes, là, tu sais, On Maduro, est dans la troisième semaine. On n'a même pas mentionné le Venezuela. Ben non, on n'a même pas... c'est comme attaché à tout le reste un peu, là, dans le sens que... Puis le Groenland, on n'en a pas parlé non plus. Oh my God! À peine parlé, on l'a mentionné. Pensez-vous qu'il va menacer le Canada à un moment donné? Dans le Canada, littéralement, vient, il y a 5 minutes, d'annoncer qu'il y aura des gens qui sont envoyés peut-être de l'armée canadienne. Au Groenland. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il va faire des menaces directes contre le Canada. Il en a fait en 2025. Mais il en fait au niveau, puis il en fait au niveau économique, là, je parle au niveau, mettons, armé, là, tu sais, ou... Ouais, mais non, je penserais pas militairement, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, à ma connaissance, au moment où on enregistrait, en tout cas, ils n'ont pas vraiment réagi sur le deal de Carney avec la Chine. Pas du tout. Sur les véhicules électriques. Alors que la taxe de 100% sur les véhicules électriques avait quand même été mise en place à la demande des États-Unis. Effectivement. Donc,
Ouais, avec Biden, mais je pense que Trump est au moins aussi protectionniste. Oui, ça c'est sûr. Donc, ça va être à surveiller tout ça. Des voitures électriques ontariennes, au bouleversement au Moyen-Orient, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. On a beaucoup de choses à surveiller cette année. Ouais. Tout à fait. Mais juste avant de vous quitter, simplement vous rappeler, chers auditeurs et auditrices, que Pivot fait peau neuve et que vous pouvez trouver nos épisodes sur le site de Pivot qui a été revampé, qui vont être beaucoup plus faciles à trouver maintenant. Donc, puis on peut ajouter aussi qu'on va mettre le podcast sur la chaîne YouTube de Pivot. C'est sur YouTube de Pivot et Isaac Peltz. C'est sûrement des petits clips sur Instagram sur les réseaux sociaux, et TikTok. Tout à fait. Donc, beaucoup de nouveautés et de choses intéressantes à discuter cette année. Merci encore, Gabriel, Isaac, merci à vous, pour cette discussion. On va reprendre ça dans 2 semaines. Ba-ba-doo-ba-ba-ba.